La 8e édition du concours coranique de la radio Nieta se tiendra ce jeudi 28 mars à la Maison des Aînés sous le parrainage de l'imam Mahmoud Diko. L'association La Bienfaisance Al-Iksan a remis des vivres aux déplacés situés sur le site de Faladje. La Chine a détecté le premier cas humain de grippe aviaire. Il s'agit d'un petit garçon de 4 ans. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme je vous en parlais dans les titres, ce jeudi 28 mars 2022 aura lieu la cérémonie de proclamation des résultats et remise de prix du concours coranique organisé par la radio Nieta tous les ans. Cette 8e édition réunit 3 volets, à savoir le concours coranique national qui s'est déroulé à la mosquée Al-Moutada, le concours coranique qui s'est tenu à la radio Nieta et le concours spécial sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La cérémonie va se dérouler à la Maison des Aînés sous le parrainage de l'imam Mahmoud Diko. والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. Depuis 2012, la radio Nieta organise le concours de mémorisation du Saint-Coran. Nous sommes à la 8e édition. Vu maintenant la crise de la maladie à Covid-19, donc maintenant on a sauté 2020 et 2021. Donc nous sommes maintenant à notre 8e édition. L'objectif de l'organisation de ces concours, il s'agit vraiment de pouvoir former, pour qu'on ait beaucoup d'enfants maintenant qui mémorisent le Saint-Coran. C'est ça l'objectif, les encourager, vraiment encourager les enfants à aller vers la mémorisation du Saint-Coran. Le concours est divisé en 2 parties. Donc la première partie se déroule au niveau de la mosquée de Moutada, la mosquée de Al-Farouk, Dr Imam Ousmane Solia Traoré. Là-bas, maintenant, le nombre inscrit, c'est 100 personnes chaque année. On a calé le nombre à 100 personnes. Donc, au niveau de Moutada et au niveau de la radio Nieta, la deuxième partie qui se déroule dans le studio de la radio Nieta, là, maintenant, il y a 5 groupes. Donc, chaque groupe, il y a 125 élèves qui viennent s'inscrire pour le concours. En tout, ça fait, surtout cette année, c'est 125 au niveau de la radio. En tout, ça fait 225 inscrits. Depuis qu'on a commencé jusqu'à cette année, le prix décerné au premier, le billet de Hajj. Donc, le billet de Hajj, et cette année aussi, Inch'Allah, je pense que c'est toujours la même chose. Et maintenant, le deuxième aura maintenant une moto Jakarta plus le prix d'essence. Et le deuxième aussi, une moto et Jakarta, ainsi de suite jusqu'aux 10 premiers. Je pense que 10 premiers, chacun aura un cadeau. Alors, au niveau de la radio Nieta aussi, maintenant, comme on a dit que c'est divisé en 5 parties. Donc, la première partie, c'est ceux qui ont mémorisé le Coran entier. Et le premier aussi, le prix maintenant qui sera donné au premier, c'est une moto Jakarta, plus aussi frais d'essence, plus beaucoup d'autres cadeaux. Et maintenant, cette année, nous allons prendre les 5 premiers donc, de chaque groupe. C'est-à-dire ceux qui ont mémorisé le Coran, ceux qui ont mémorisé la moitié du Coran, et puis ceux qui ont mémorisé, c'est-à-dire que c'est 10 juz, 5 jusqu'à 3 juz. Donc maintenant, dans chaque groupe, nous allons prendre les 5 premiers et les offrir vraiment des cadeaux. Mais le premier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé tout le Coran, lui quand même il y aura une moto Jakarta, plus de frais d'essence et d'autres cadeaux, c'est-à-dire des habits, des bassins, et puis etc., les téléphones, beaucoup d'autres cadeaux. Cette année, ce serait peut-être la première édition, le concours sur la vie du prophète. Nous avons constaté, ça fait maintenant, comme je vous ai dit, que c'est la 8e édition, donc que nous organisons le concours de mémorisation du Saint-Coran. Maintenant, on a dit pourquoi pas maintenant nos enfants, très généralement, ils s'inspirent ou bien vraiment ils se donnent à la recherche de la vie vraiment d'autres stars. Bon, je dis bon, maintenant notre prophète, il est temps maintenant que les enfants ou bien maintenant les jeunes musulmans cherchent maintenant à connaître en réalité la vie du prophète. Et c'est pourquoi on a mis en place ce concours-là. Cette année, et Dieu merci, ceux qui ont participé, nous avons déjà enregistré plus de 600 personnes. Donc oui, qui ont déjà participé vraiment à ce concours-là. Vraiment, c'est même débordé.
On a arrêté, sinon, jusqu'à présent, les gens continuent à amener vraiment des résultats, mais on a déjà arrêté depuis hier soir. Et ce concours, c'est à la vocation vraiment de motiver vraiment les musulmans à aller vers la recherche de connaître vraiment leur prophète, sa famille, comment il vivait avec sa famille, il était comment, c'est-à-dire quoi, prendre le prophète comme leur modèle. Voilà, ça c'est l'objectif vraiment de l'organisation de ce concours. Et Inch'Allah, cette année, peut-être le premier, donc le prix qui sera décerné maintenant à ce premier-là aussi, sera maintenant le billet d'avion pour aller faire son Umrah à la Mecque. Et maintenant visiter la tombe du prophète et maintenant les lieux saints de l'islam. Inch'Allah. Et les autres aussi, chacun auront aussi leurs cadeaux. Et les 10 premiers aussi, Inch'Allah, chacun auront vraiment des cadeaux aussi. Depuis le mois de Carême, donc on a commencé déjà à sensibiliser, sinon à lancer l'appel. Donc pour que les gens puissent sortir massivement, aller assister donc à la cérémonie de clôture du concours de Saint-Courant. C'est le jeudi tout près, Inch'Allah, 28 avril 2022, à la maison des aînés, juste à côté du monument de Kwame Nkrumah. Comme annoncé également dans les titres, l'association La Bienfaisance Al-Ihsan a procédé ce matin à une donation de vivres aux déplacés qui se trouvent sur le site de Faladje. L'objet de cette donation est de soulager la peine des personnes nécessiteuses en ce mois béni du Ramadan. Suivons le reportage. En guise de solidarité en ce mois béni du Ramadan, l'association La Bienfaisance Al-Ihsan a offert des sacs de riz aux déplacés de Faladje. Voilà, on est venu ici au camp des réfugiés de Faladje. Donc on est venu ici pour donner le nourriture, comme on a eu 200 sacs de riz pour les réfugiés. Donc on est venu aujourd'hui pour venir diviser ça entre les gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui se promènent pour chercher les nourritures qu'on jette dans les poubelles et puis ils ramassent ça pour vendre et ils vont vendre ça pour acheter des nourritures. Donc directement on a vu que vraiment ces gens-là ont besoin de nourriture, donc on est venu ici directement pour leur donner ces besoins. Mais quand même on a eu quand même 205 pour cette fois-ci. Peut-être dans les jours à venir, si on a eu autre chose, on peut venir ici encore pour leur donner aussi. Réputée depuis toujours pour ses bonnes actions, l'association La Bienfaisance Al-Ihsan vole au secours des personnes nécessiteuses pendant toute l'année. L'association La Bienfaisance Al-Ihsan, nous, on prend la charge des orphelins, on prend leur charge pendant toute l'année, leur scolarisation, et puis on donne les nourritures. Ce qu'on a fait avant Ramadan, on a distribué à peu près 500 sacs aux gens qui sont besoin. Et puis on a donné aussi les habits pour la fête. Et puis si le fait de tabasser aussi, si le moment là est arrivé aussi, on achète le bœuf, on donne la viande aux orphelins, les gens qui sont besoin aussi. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que les bénéficiaires ont exprimé leur joie et faire des bénédictions pour les généreux donateurs. Venir en aide à son prochain, tel est l'appel lancé. Voilà, c'est-à-dire ça, le travail que nous on fait là, c'est l'ensemble, tous les bienfaiteurs qui doivent faire ce travail-là. Parce que nous, on a fait un peu, mais les gens, ils en ont besoin beaucoup de choses. Même ici, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de l'eau, ils en manquent beaucoup de choses. Donc, si vous avez autre chose, même si vous avez quelque chose à donner, vous êtes venu à l'association La Bienfaisance Al-Ihsan. Donc, nous, on va amener là où... Inch'Allah. Donc c'est ça, donc tout le monde n'a qu'à faire ce qu'il peut faire pour ces gens-là parce qu'ils en ont besoin. En ce mois béni de Ramadan, mois de solidarité, qu'Allah bénisse les généreux donateurs et leurs offres comme récompense son paradis éternel. Sur tout un autre plan, le gouvernement de la transition condamne la violation de l'espace aérien malien malgré la sommation faite à la France de quitter sans délai le Mali et appelle les autorités françaises à respecter la souveraineté du Mali. À travers son communiqué numéro 028, le gouvernement de la transition indique que les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant de fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les femmes d'être les auteurs de tueries de civils.
Depuis le début de l'opération Kaletigui, une zone d'interdiction temporaire a été instaurée sur une partie du territoire national dans le but de sécuriser l'espace aérien, protéger les couloirs d'évolution des aéronefs, autoriser et garantir la liberté d'action des FAMA en opération. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation express délivrée par l'armée de l'air du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises sous différentes formes dont les refus d'obtempérer suite aux institutions des services de contrôle aérien, la falsification des documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans des localités hors aérodrome sans autorisation préalable, le vol d'avions, des renseignements et les drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. L'un des cas les plus fréquents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré au FAMA le 19 avril 2022. Les 10 drones étaient présents à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Outre l'espionnage, les forces françaises se sont rendues coupables de subversion en publiant des fausses images montées de toutes pièces afin d'accuser les FAMA d'être les auteurs de tueries des civils dans le but de ternir l'image des forces armées maliennes engagées pour la libération du territoire, la protection et la sauvegarde des populations éprouvées par une longue crise. Face à cette énième provocation, les forces françaises qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa volonté de promouvoir et maintenir la coopération avec l'ensemble des États du monde dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien. Nous parlons toujours des FAMA dans cette édition. Sur l'ordre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le tribunal militaire a ouvert une enquête sur le charnier découvert à Gossi dans le cercle de Gourmararous, région de Tombouctou. Le samedi 23 avril 2022, le procureur, conformément à ses prérogatives de police judiciaire, s'est rendu à Gossi pour faire toute la lumière sur ces faits. Le procureur a promis que l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête dont les résultats seront rendus publics. Toumani Keita. À travers un communiqué rendu public hier, le procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako porte à la connaissance de l'opinion que suite à la découverte d'un charnier à Gossi, une enquête a été ouverte par le procureur de la République sur instruction du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le samedi 23 avril 2022, le procureur, conformément à ses prérogatives de police judiciaire, s'est rendu à Gossi pour faire toute la lumière sur ces faits, a-t-il rappelé. Le communiqué poursuit que le procureur était accompagné par la circonstance d'un médecin légiste, d'une équipe de police technique et scientifique et des enquêteurs du service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale. Toujours pour le communiqué, les premiers éléments d'enquête feront l'objet d'un procès verbal d'enquête préliminaire transmis à qui des droits pour toutes les fins utiles. Le procureur a promis que l'opinion sera tenue régulièrement informée de l'évolution de l'enquête dont les résultats seront rendus publics. À titre de rappel, ce charnier a été découvert quelques jours après les rétrocessions de la base de Gossi à l'armée malienne par la force Barkhane. C'est l'armée malienne qui a découvert le charnier et informé sa population. Les Maliens ont les yeux braqués sur la force Barkhane qui a quitté définitivement cette partie du Mali. Ils doutent énormément si ce n'est pas Barkhane qui a commis ces crimes dans cette localité. Espérons que cette enquête puisse aboutir pour éclairer la lanterne des Maliens. À ce nouveau Mali, ces faits doivent être un mauvais souvenir. Restons toujours avec notre vaillante armée. À l'initiative du président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, une délégation d'officiers burkinabés a séjourné à Bamako.
conduite par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, la délégation était porteuse d'un message du chef de l'État à son homologue et frère, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Le renforcement de la coopération opérationnelle entre les deux pays a été au centre de tous les échanges des officiers burkinabés et maliens. Commentaire de nos confrères de la RTB. Au palais de Koulouba, des officiers burkinabés venus transmettre au chef de l'État malien le message du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aux côtés du commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, le lieutenant-colonel Dabanaon, et le chef d'escadron Serge Thierry Kendrebeogo, directeur de cabinet du président du Faso, pour réitérer la volonté du Burkina Faso de renforcer sa coopération militaire et sécuritaire avec le Mali, notamment par l'intensification des opérations sur le terrain. Également au menu de cette visite de coopération et d'amitié, une séance de travail avec le chef d'état-major général des armées maliennes, le général de division Oumar Diarra, autour des perspectives pour le renforcement de la coopération opérationnelle malo-burkinabé dans la lutte contre les groupes armés terroristes. Puis un entretien avec le directeur de la sécurité militaire malienne, le général de brigade Moussa Toumani Kone, sur l'environnement sécuritaire dans la zone du Sahel et en particulier sur la frontière commune Mali-Burkina. En raison de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes dans la lutte contre le terrorisme, l'ambition des autorités burkinabées est d'anticiper les problèmes sécuritaires que pourrait engendrer un repli des groupes armés terroristes sur le territoire national, d'où l'intérêt de développer des synergies. Tous engagés dans la lutte contre le terrorisme, le Burkina et le Mali partagent une ligne frontalière de 1200 km. Maintenant, place à l'actualité internationale. Un militant marocain a été condamné lundi à 4 ans de prison ferme pour offense envers le roi Mohamed VI sur les réseaux sociaux. Ces militants et journalistes citoyens de 35 ans devraient également s'acquitter d'une amende de 20 000 dirhams, soit 1 900 €. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. L'accusé était poursuivi pour avoir publié des vidéos critiquant les disparités sociales et la corruption selon son avocat. J'ai été choqué par ce verdict car il n'a fait qu'exprimer son opinion. Selon Human Rights, l'inculpation a découlé de 2 vidéos publiées sur Facebook et YouTube en septembre et novembre dans lesquelles M. Ablak, s'adressant au roi sur un ton familier et soulignant les contrastes entre sa richesse personnelle et la pauvreté largement répandue au Maroc. Pénaliser la critique pacifique des tenants du pouvoir constitue une violation manifeste du droit à la liberté d'expression, a souligné l'ONG de défense des droits humains dans un récent communiqué en appelant à l'abandon des poursuites contre les militants. Un ancien opposant sous la dictature de Zine El Abidine Ben Ali a annoncé mardi la création d'un front regroupant plusieurs partis pour sauver la Tunisie de sa profonde crise après les coups de force du président Kais Saied. Figure politique de gauche, Ahmed Nejib Chebi, 78 ans, s'oppose à ce qu'il décrit comme un coup d'État du président Saied qui accapare les pouvoirs depuis le 25 juillet. Lors d'une conférence de presse à Tunis, ce vétéran de la scène politique a annoncé la création du Front de Salut National avec l'objectif d'unir toutes les forces politiques afin de rétablir le processus démocratique et constitutionnel garantissant les libertés et les droits dans le pays. Nous voulons le retour et la légitimité et à la démocratie, a-t-il dit. La priorité de ce front est de sauver une économie en profonde récession en raison d'une situation politique pourrie qui repousse les investisseurs, a ajouté M. Chebi. Composé de 5 partis politiques parmi lesquels le mouvement d'inspiration islamique Ennahda, Bête Noire de M. Saïd et de 5 associations, cette coalition ambitionne d'attirer d'autres formations politiques et des personnalités influentes afin de lancer un dialogue national sur les réformes destinées à sauver le pays. Les rebelles éthiopiens de la région du Tigré ont affirmé mardi s'être retirés des zones qu'ils occupaient depuis 9 mois dans celle voisine de l'Afar, une des conditions posées par le gouvernement éthiopien à une trêve annoncée en mars. Ni le gouvernement fédéral éthiopien ni les autorités régionales de l'Afar n'ont répondu dans l'immédiat aux sollicitations
de l'AFP pour confirmer ou démentir, et il n'était pas possible de vérifier sur le terrain les assertions du Front de libération du peuple du Tigré en guerre avec Addis Abeba depuis novembre 2020. Le conflit au Tigré a éclaté en novembre 2020 quand le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée idéologique, les TPLF, parti qui administrait la région et qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires. La Chine affirme avoir détecté les premiers cas de grippe aviaire H3N8 chez un humain, mais les autorités sanitaires assurent que le risque de transmission être humain est faible. Il s'agit d'un garçon de 4 ans qui a été infecté directement par les oiseaux. La souche H3N8 est connue pour infecter les chevaux, les chiens et les phoques, mais n'avait pas encore été détectée chez l'homme. Le ministre chinois de la Santé a déclaré mardi qu'un garçon de 4 ans vivant dans la province du Henan Centre avait été testé positif à la souche après avoir été hospitalisé début avril pour une fièvre et autres symptômes. La famille du malade élève des poulets et vit dans une peuplée de canards sauvages. Le garçon a été infecté directement par les oiseaux, a indiqué le ministre de la Santé, ajoutant que les tests effectués sur les personnes proches du malade n'ont révélé aucune anomalie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et qu'Allah bénisse le Mali. Bonne soirée.